Donc je laisse la parole à monsieur Jean Pruvot, lexicologue, et je remercie monsieur Génie et Lavorel pour leur intervention. Bien, tout d'abord, grand merci à tout ce qui vient d'être dit, qui est passionnant et qui montre que le monde des dictionnaires, le monde numérique et la langue française en partage est en de bonnes mains. Alors maintenant, évidemment, l'avenir est toujours un peu à nous, mais c'est une bataille permanente que vous conduisez, je crois, avec beaucoup d'efficacité. Alors, bon, le sujet qui m'était, dans le fond, demandé, je l'ai découvert en lisant le programme, c'était des considérations sur la lexicopoésie, ou plutôt poésie. Et donc, bon, j'ai essayé de m'y soumettre, puis très vite, évidemment, de dériver sur quand même l'objet de notre rencontre, qui reste le dictionnaire, l'informatique, le numérique, entre hier, aujourd'hui et demain. Alors encore merci de m'avoir invité pour cette journée, puisque, c'est un plaisir, dans le fond, c'est un honneur que de participer à quelque chose qui est en train de se construire. Alors, concernant la lexicopoïèse, je ne sais pas si je prononce bien. Bon, quelques remarques me viennent à l'esprit. La première, c'est que chaque fois qu'un mot comme ça est lancé, qu'il apparaît, le premier réflexe, c'est de se dire, entrera-t-il dans un dictionnaire? C'est mon réflexe en tout cas. C'est-à-dire que si véritablement il a du succès, s'il correspond à une réalité, il entrera dans un dictionnaire d'abord spécifique, de spécialité, comme est entrée la lexiculture dans les dictionnaires de linguistique, comme sont entrées la métalexicographie, la dictionnérique, enfin des mots de ce type. Et je crois qu'il mérite d'y rentrer, mais il va de soi que c'est tout un travail après d'avoir suffisamment de personnes qui comprennent de quoi il s'agit, qu'il est dans le fond diffusé pour que ça rentre dans le monde des linguistes. Alors imaginons qu'il est un gros succès, c'est un peu le cas du mot lexicologie il y a longtemps. Ce mot lexicologie entre à ce moment-là dans les dictionnaires généraux. Là, c'est une consécration, surtout si on le retrouve dans les millésimés, Petit Larousse, Petit Robert. Là, c'est la pleine consécration. Enfin, je dirais presque le stade de l'immortalité, de la pérennité, c'est bien sûr les académies. Alors ici, il y a déjà une académie présente, il y a l'Académie française, et c'est vrai que l'Académie, étant très attentive au bon usage, eh bien, fait entrer les mots quand vraiment ils sont là, présents, et que tout le monde les a bien en tête, ou en tout cas que tous les intellectuels l'ont en tête. Alors c'est ce qu'on peut souhaiter à ce mot. Alors, deuxième remarque, quand il s'agit de néologie, on est à la fois du côté effectivement de l'avenir du mot, c'est tout ce qui préoccupe les lexicographes. Va-t-on l'introduire si dans 2 ans il disparaît, ou au contraire, va-t-on être le premier à le signaler? Et on sait que là, entre le Petit Larousse et le Petit Robert, il y a une sorte de chasse gardée, de concurrence. L'Académie, avec beaucoup de prudence, attend quand même que le mot s'intègre pleinement, et ça c'est une très bonne chose. Mon ami ici, Laurent Catache, a bien expliqué effectivement qu'il y a un problème de fréquence qui se pose, et d'examen des fréquences. Et puis la néologie, c'est aussi finalement se tourner non pas vers l'amont, mais vers l'aval, et d'essayer de voir à quoi se rattache le mot. Alors parfois, on ne le voit pas. Mais parfois, il est transparent, c'est un peu le cas ici, où on a lexique. Bon, on remonte au grec avec lexis, le mot, et puis on a évidemment l'autre sens qui nous a donné poésie, poétique, et qui par conséquent va du côté de la création. Donc on est dans la création lexicale, donc c'est quelque chose effectivement qui est un peu d'ailleurs en parallèle, mais avec la néologie. Mais en même temps, c'est une néologie vaste, créatrice, et on ne peut pas s'empêcher, quand on a des mots, de les rattacher par analogie aux mots de même sonorité ou de même famille. Et donc, si vous voulez, qui dit lexipoïèse, dit évidemment lexique, dit lexicographie, dit lexicologie, dit métalexicographie. Puis finalement, comme il y a des couples, comme la lexicologie, la lexicographie, c'est mis en couple avec la dictionnérique, donc on a tout le volet aussi dictionnaire qu'il nous faudrait expliquer. Et puis il y a forcément poésie, poétique.
Hein, et là, on se trouve dans quelque chose qui montre bien que quand il s'agit du langage, on est à la fois dans l'observation technique et en même temps, dès qu'on doit définir, dans la recherche de ce que les écrivains, qui sont plus sensibles peut-être dans une population donnée que la majorité, eh bien, de ce qu'ils ressentent des mots. Et lexipoïèse me plaît assez par cette analogie, cette résonance avec le mot poésie. Alors, évidemment, on se trouve aussi forcément avec quelques mots qui sont là dans le fond, se border les uns les autres. La lexicologie, pendant un temps, c'était toute recherche étymologique. Avec Pierre Larousse, en 1849, quand il a écrit ce cours de lexicologie, c'est devenu le vocabulaire au service de la grammaire et dans un cadre didactique. C'était ça la lexicologie pour Pierre Larousse. Ça a gardé ce sens, ce mot s'est installé de manière assez forte en réalité, parce que ce cours de lexicologie s'est très bien vendu, et que Larousse a eu un succès phénoménal. Et puis sont arrivées les années structuralistes, où là la lexicologie s'est redéfinie d'une certaine façon de manière scientifique et moins didactique, avec Bernard Quémada notamment, avec évidemment Alain Ray, toutes personnes qui ont donné à ce mot du poids. Alors Bernard Quémada lui a donné un grand poids scientifique à travers les cahiers de lexicologie, Alain Ray lui a donné un grand poids lexicologique avec les chroniques de langue. Je reviendrai sur les chroniques de langue, elles ont leur rôle à jouer à mon avis dans la lexicopoïèse. Et là, évidemment, si on se met du côté scientifique, ce que dénonce ou ce que énonce Bernard Quémada donc en 1987, dans justement un numéro des cahiers de lexicologie qui est le numéro 51, c'est de dissocier pour lui la lexicographie de la dictionnérique. Et y ajouter bien sûr la métalexicographie. Alors ça demande explication. La lexicologie, bon, c'est l'étude scientifique des mots, en gros. La lexicographie, le sens général, c'est le fait d'écrire des dictionnaires, donc de les intégrer dans un dictionnaire. Mais alors, la dictionnérique, de quoi s'agit-il? Le mot existe depuis un moment, puisqu'au XVIIIe siècle, dans le dictionnaire de Trévoux, on a déjà des dictionnaristes. L'abbé Ferraud, dans son dictionnaire en 1788, dictionnaire critique de la langue française, introduit aussi dictionnariste. Et Quémada va le reprendre. Et là, pour moi, c'est fondamental, c'est très utile. En tout cas, à partir des années 1970-80 jusqu'à maintenant, ou peut-être on est en train de basculer avec le numérique dans autre chose encore, parce qu'il distingue très bien ce qui relève de l'étude scientifique d'un ensemble de mots. Et là, on est dans la lexicographie. C'est-à-dire que je peux étudier les mots de la francophonie, je peux étudier les mots des arbres de la francophonie, les mots des animaux de la francophonie, et sans limite de temps, sans limite quantitative, sans objectif commercial. Et à ce moment-là, je traite un ensemble de mots, et du coup, je suis en pleine recherche. Mais je ne suis pas dans la dictionnérique. La dictionnérique, c'est quand un éditeur va me dire il m'en faudrait 2 volumes, ou vous me faites ça en 3 millions de signes, ou je ne peux vous publier que si vous avez 1,5 million de signes, ou je ne peux vous publier qu'en numérique, mais pas plus que ceci, sans illustration. Là commence un autre travail. Le lexicographe a fait une recherche qui, dans le fond, est sans fin, mais qui est extrêmement utile et fondamentale. Le dictionnariste, qui est souvent le même, mais c'est quand même une autre tâche, eh bien lui, il doit rentrer dans, finalement, le travail qui peut être publié pour un public donné, à un prix donné, parce que là aussi, ça joue, bien sûr, gratuit ou pas gratuit, et ce sont des problèmes qu'il faut poser d'emblée. C'est-à-dire que c'est la première question. Combien vous aurez de mots ? Combien de signes en moyenne par article? Combien d'articles? Je me suis vu, chez Champion, refuser des projets parce qu'on n'était pas capable de les conduire. On n'aurait pas eu les moyens et financiers et techniques de les conduire. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué les chroniques de langue. Il se trouve que c'est ma préoccupation quotidienne. C'est exactement la même chose. Tous les matins, je fais une chronique de langue. C'est 2 minutes 30. C'est pas 2 minutes 60. C'est pas 2 minutes. C'est 2 minutes 30.
Donc je prépare 2 minutes 30 d'un travail de lexicologie que j'ai fait pour rentrer, ça peut être 25, ça peut être 32, ben parfois on est obligé de jongler évidemment, mais c'est dans aussi le temps donné. Donc que ce soit radiophonique ou écrit. Alors écrit, ce matin avant de venir, j'ai donc envoyé 2 chroniques que j'envoie tous les vendredis matins. Une pour La Croix qui paraît à côté des mots croisés, là c'est 1100 signes. C'est pas 1150, c'est pas 1000, c'est 1100 signes. Donc tout mon travail, après avoir fait un bon travail de lexicologie, de trouver le sujet, c'est de ne pas dépasser et d'entrer dans ce schéma. Je suis dans de la dictionnérique et elle n'est pas inutile. Je m'explique. Elle n'est pas inutile parce que, bon gré, mal gré, on le faisait déjà au XIXe siècle. Larousse ou Littré ne se préoccupaient pas au sens fort de dictionnérique, mais un peu tout de même, puisque, on le voit bien, Larousse critique bon nombre de ses concurrents, parce que, dit-il, voilà, et il évoque le dictionnaire de la conversation, on en est au 15e volume, il y aura 20 volumes à la lettre H ou I, et alors, ça veut dire que la lettre A est démesurée, et petit à petit on diminue, et tous les grands dictionnaires ont un peu ce défaut. Au début, on a de l'espace, on a du temps, on a Madou l'imprimeur, et à la fin, eh ben, on va beaucoup plus vite, y compris dans le TLF, et donc on rogne, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui guette évidemment tous les lexicographes. Il y a un travail de dictionnérique qui s'impose. Alors je prends un dernier exemple pour que vous saisissiez bien la différence entre lexicographie libre, généreuse, infinie, essentielle, purement la recherche. Et puis après, la dictionnérique, lorsque le Petit Larousse chaque année donne un nouveau millésime, c'est un peu la même chose bien sûr pour le Petit Robert, mais il n'y a pas les illustrations dans le Petit Robert. Mais dans le Petit Larousse, il y a ce que j'ai appelé l'effet cravate, c'est-à-dire que tous les ans on ajoute des mots, 50 à peu près, ça dépend des années. Tous les ans on ne refait pas, ce n'est pas une refonte. Donc tous les ans quand un mot arrive, on ne va pas refaire tout le dictionnaire parce qu'à la première page il y a 3 mots qui ont tout décalé. Vous imaginez le prix que ça coûterait en illustration, en maquette. Donc, on s'arrange pour que le premier mot et le dernier mot soient le même, la première ligne et la dernière ligne soient les mêmes, et on glisse dedans le nouveau mot. Comment fait-on quand c'est déjà plein? Alors, la chance veut qu'avec les illustrations, on puisse diminuer, et du coup, c'est comme ça qu'Albert Camus est d'abord dans son Imperméable au Festival d'Avignon, et puis finalement, il est de buste, et à la fin, il n'y a plus que la cravate et la tête, parce qu'on a petit à petit compresser les choses pour glisser. Et d'une édition à l'autre, on enlève des exemples, parfois intéressants, mais qui permettent de glisser les mots. Alors, tous les 7-8 ans, on fait une refonte. Là, on repart et on refait complètement le dictionnaire. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas sans importance, et c'est un concept auquel, je crois, il faut attacher, évidemment, un côté essentiel. Voilà pour lexicographie et dictionnérique. Métalexicographie, bon, c'est l'histoire des méthodes et des dictionnaires. D'une certaine façon, on est tous un peu dans cette métalexicographie. Vous en êtes des acteurs premiers avec ce que vous faites. Et moi, je suis plutôt là en métalexicographe, en regardant ce que vous faites avec intérêt et en étant, en quelque sorte, tout à fait en empathie. Et puis, il y a alors, moi, ce que j'ai appelé dans un article, la relation quaternaire. Bon, qu'est-ce que la relation quaternaire? Je le dis en 2 mots parce qu'à mon avis, ça relève de la donc, lexicopoïèse. C'est comme ça que je le prononce. Alors, la lexicopoïèse, bon, il y a cette différence que je viens de faire entre lexicographie et dictionnaire. Il y en a une deuxième qui est très importante dans les dictionnaires, très peu représentée, c'est la lexiculture. La lexiculture, c'est Robert Galisson qui a lancé ce concept. Le concept existait déjà, d'ailleurs, d'autres linguistes l'avaient évoqué, mais enfin, disons que Galisson lui a donné une forme et un mot, dans le fond, là aussi, qui est en train il est passé dans les dictionnaires de linguistique. La lexiculture, c'est le fait, et ça touche de près la francophonie, qu'il y a bien la définition de l'écureuil, il y a bien la définition de l'accordéon dans nos dictionnaires monolingues. Écureuil, il fait partie des squiridés, on expliquera le type d'animal que c'est, mais il manque ce qui fait qu'au Québec, quand Monique Cormier, mon témoin de mariage, voit passer un écureuil sur le fil, elle a une grimace de dégoût, parce que pour elle c'est comme un rat,
et en plus il est gris parfois, et souvent même. Alors que moi, quand je vois un écureuil dans mon jardin, eh bien, il est roux. Il me fait plaisir, j'ai l'impression que c'est de la vie, et j'en suis ravi. Et Buffon disait que c'était un animal gracieux. Enfin, Buffon était très dithyrambique sur l'écureuil. Par ailleurs, si je dis moi je suis plutôt écureuil, on comprendra que je fais plutôt des économies. Et par conséquent, chez nous, il est un symbole particulier d'économie. On ne le trouve pas dans les dictionnaires. Et pourtant, il est dans nos têtes. Ça, c'est la lexiculture. On ne trouve pas dans le dictionnaire francophone du Québec que c'est plutôt un animal nuisible qui s'attaque au grenier et qui est en trop grand nombre et qu'il est gris. Donc, vous voyez, ça, c'est une lexiculture. Je reprends l'accordéon. Alors les plus jeunes ici, et je suis très heureux de voir que dans ce colloque, il y a toutes les générations représentées, l'accordéon, quand finalement on le représente en France, c'est le bal du 14 juillet. C'est forcément le piano populaire et donc quelque chose qui nous est cher, surtout donc au 14 juillet. Mais c'est aussi quand dans un dessin de Plantu, Giscard d'Estaing ayant échoué d'une certaine façon avec la Constitution européenne, et vous avez Plantu en train de dessiner Giscard d'Estaing jouant de l'accordéon, eh bien il y a toute une génération pour qui c'est très clair, la lexiculture, c'est Giscard d'Estaing qui, lorsqu'il est entré en campagne, avait surpris parce qu'il jouait un peu de l'accordéon ça et là, on est capable de tout dans les campagnes électorales, et que évidemment le contraste entre le côté aristocratique de l'homme et l'accordéon, bon, faisait mouche auprès des journalistes. Alors ça, c'est bien là, Plantu n'a pas besoin de le dire, tous ceux qui lisent Le Monde le comprennent. Sauf quand ils commencent à avoir 15 ans ou 20 ans ou 25 ans, et que là, ils ne comprendront pas. Chercher dans un dictionnaire où ça se trouve, nulle part. Or, c'est important. D'une certaine façon, ça en fait partie. Il y a des mots aussi qui sont liés au cinéma. On voit bien que Le fabuleux destin d'eux a donné un nombre de titres de journaux imposants en fonction de toutes sortes de personnalités politiques. Mais vient le moment où on a oublié ce film, et un demi-siècle après, si ce n'est pas indiqué quelque part à fabuleux, ou à destin dans un dictionnaire, alors on perd une information. Ça, c'est la lexiculture, elle manque. Si j'avais 30 ans de moins, je ferais un dictionnaire qui serait tout à fait concentré sur cette lexiculture. Il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment. Et puis alors, il y a après ce que j'appelle la triple investigation. Grâce à des personnes comme Laurent, ici présent, qui pour moi représente une sorte de dieu de l'informatique, et donc qui nous permet dans les dictionnaires d'avoir un véritable corpus. Je m'explique. Je le fais faire souvent à mes étudiants quand ils commencent une thèse sur un sujet. Je leur dis, premier point, cherchez la comparaison dans les dictionnaires. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on va prendre le mot poème, puisque lexipoïèse n'y est pas mais encore, mais poème, on regardera ce qu'il y a dans le Petit Larousse, dans le Petit Robert, dans le Grand Larousse, dans le Grand Robert. Je l'avais fait pour le mot norme d'ailleurs. Et on peut le faire aussi synchroniquement, mais on peut le faire diachroniquement, voir comment ça évolue dans chaque dictionnaire. C'est la comparaison, toute simple. Et elle est très enrichissante. On arrive à un trésor de sens, parce qu'il y a toujours un dictionnaire qui met quelque chose de plus. Et là, ou de différent. Et souvent, il n'a pas tort. Il a à cœur, exactement comme les êtres humains, d'ajouter, dans le fond, sa dimension. Ensuite, il y a la deuxième investigation, enfin c'est moi qui l'appelle la triple investigation. La deuxième investigation, c'est sur l'ordinateur, on tape le mot norme, on va garder le mot norme, et savoir quels sont les articles qui s'éclairent. Quels sont les articles où se trouve le mot norme. Et là, c'est très révélateur. Je l'avais fait pour le Petit Robert, pour le Petit Larousse. Ce ne sont pas les mêmes articles. Alors, bien sûr, il y a un noyau de 60 à 70% d'articles communs. Et après, il y a des articles distincts qui montrent plutôt l'aspect scientifique d'un côté, plutôt l'aspect philosophique de l'autre. Et c'est très éclairant sur la nature du dictionnaire lui-même, sur la perception du mot. Et évidemment, le mot se trouve dans le trésor, c'est-à-dire le sommet des deux. Alors, on a l'intersection, mais c'est l'ensemble qui compte. Et ça, c'est exactement comme quand on cherche son trajet sur le métro, on appuie sur un bouton, on voit des choses s'allumer. Là, on appuie sur le mot et on voit les articles qui sortent. Et puis la troisième investigation, d'où le mot de triple investigation, c'est de rechercher ce qu'il y a avant le mot et ce qu'il y a après le mot, c'est-à-dire l'emploi du mot. Et là, dans un dictionnaire, c'est époustouflant. Par exemple, je le dis, l'article norme du Petit Robert n'est pas bon.
il est pas clair, il est mal structuré, il n'y a pas assez d'exemples. Bon, en revanche, dans cette troisième investigation, c'est formidable. Si je tape normes et que je récupère, grâce à Laurent, tout ce qui va être normé en quelque sorte, chaque fois qu'il y aura un adjectif devant, un adjectif derrière, les phrases dans lesquelles il sera inséré, alors j'ai un tableau magnifique du mot norme, à moi de refaire l'article. J'ai envie de dire, à la limite, on commence par cette troisième investigation de la dernière édition et on refait l'article à partir de ce que le corpus lui-même du dictionnaire donne. Et alors, dans le Petit Larousse, c'est différent, dans chaque dictionnaire, et à la fin, on a vraiment exactement comme, si vous voulez, pour ce qui correspond aux concordances des Bibles, on a tous les emplois possibles d'adjectifs, de noms, et avec des choses qui étonnent, et on se dit, ben oui, voilà, ils ont eu besoin du mot norme là, ça c'est la deuxième investigation, mais en plus, voilà comment ils le mettent en forme dans une phrase, dans un adjectif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et puis alors là, donc je viens d'évoquer cette triple investigation, j'ai parlé de relations quaternaires, après donc dictionnarique, lexicographie, après lexiculture, après la triple investigation, ben vient la poésie. Ça, c'est irremplaçable, la littérature. Combien de fois le poète, l'écrivain, sent le mot, et dans une citation, dans un texte, lui donne une teneur, une force que seul Camus peut donner à la peste, que seul Proust peut donner au souvenir, ou à la Madeleine. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très, très fort, et c'est pour ça que je pense que la poésie et la littérature, donc au sens large, et la linguistique ont vraiment un travail en commun. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que, dans le fond, l'Académie française est constituée à 95%, à 90% de gens qui maîtrisent parfaitement la langue, et dont certains sont des grands écrivains, et fort heureusement maintenant, sont aussi issus de la francophonie au sens large. Alors, je vais mettre de côté, je ne sais pas le temps qui me reste. Oui, il te reste 5 minutes. Ça, merci. Alors, je vais mettre de côté l'histoire des dictionnaires, qui était mon deuxième point, simplement pour rappeler quand même que on est parti du volumen, qu'on tenait à deux mains, qu'on lisait plus pour mémoire, mais vraiment difficile à consulter, pour arriver finalement à ce fameux codex, bien, mais pour le moment on a un contenu qui est quelques mots, et puis le latin arrive, là ça commence à s'organiser, et on peut ouvrir plusieurs codex, plusieurs livres donc ensemble. Donc la recherche peut vraiment commencer, la mémorisation diminuer un peu pour avoir plutôt un stock d'ouvrages. Et puis vient le moment où le latin, qui s'est imposé comme langue écrite et langue de l'université pendant donc, tout le Moyen-Âge, vient le moment sous la Renaissance où arrive le premier dictionnaire français-latin, et non plus latin-français, 1539, Robert Estienne. Et là, je viens de faire une conférence il y a 2 jours sur le goût, c'est confondant parce que on a eu, évidemment, il n'y a pas de définition, il y a juste la traduction en latin, mais on a une vingtaine ou une trentaine d'expressions avec le mot goût, et c'est très riche pour justement les emplois de l'époque. En sachant que parfois c'est quand même l'inverse du latin. On est là un peu disons en osmose. Et puis, il y a le XVIIe siècle, c'est fondamental pour nous, parce que le XVIIe siècle, eh bien, c'est la normalisation, comme le grand siècle, c'est la monarchie absolue. On a besoin d'une langue, on voudrait que cette langue soit européenne, on y réussit en termes de culture, grâce à l'Académie française, créée en 1635 par le premier monarque absolu Louis XIII, grâce aux publications sous Louis XIV de 3 dictionnaires, le Richelet 1680, le Furetière 1690, le Richelet ancêtre dans le fond du Robert, le Larousse dans le fond ancêtre du Larousse, et puis l'Académie française, telle qu'en elle-même, c'est-à-dire avec le bon usage. À l'époque, très mal comprise, l'Académie française. Elle fait un travail remarquable, mais elle met peu de mots, parce qu'il y a un dictionnaire de mots techniques qui doit être offert à côté, et surtout, elle les définit en logique. Elle les définit très précisément. Alors ça et là, il y a des failles, bien sûr, mais ce sont quand même les meilleures définitions. Et c'est ce qui fait qu'elle a pu faire 9 éditions, en partant toujours de la première et en la rénovant. C'est que dès le départ, ils ont fait des définitions logiques, philosophiques, et qui font que les philosophes, au XVIIIe, étaient admiratifs de l'Académie. On s'est toujours moqué de l'Académie, parce qu'elle est lente, parce qu'évidemment, elle ne va pas assez vite pour nous, surtout dans un monde moderne. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle est sur informatique gratuite, au fur et à mesure de ce qu'elle fait.
ce qui n'est pas le cas évidemment de tous les dictionnaires, et n'empêche aussi que quand je regarde les définitions, regardez des définitions comme biotope dans le dictionnaire d'Académie, regardez-le dans le Petit Larousse et le Petit Robert, et je vous assure que vous comprendrez qu'elle fait vraiment de très bonnes définitions, sans jargon, et vraiment très explicites. Donc voilà, 18e, c'est l'envol encyclopédique. 19e, c'est cette fois-ci l'impression, les dictionnaires entrent dans les écoles et arrive Larousse, derrière la loi Guizot, avec un dictionnaire par école d'abord, finalement en fin de parcours, quasiment par famille, du côté du Petit Larousse, et arrive le XXe siècle. Alors avec des pionniers, il y en a 3 ou 4, il y a Bernard Quémada, pionnier pour l'informatisation, des dictionnaires, ce n'est pas un informaticien. Je l'ai vu parfois m'étonnant par ses remarques, mais c'est un visionnaire. Et il a tout de suite compris qu'il faut que l'on passe à l'informatique. Et ce qui se faisait pour le gaz et l'électricité avec les premières fiches perforées, il a dit il nous le faut aussi pour le relevé des mots. Puis est arrivé évidemment les bandes perforées, les bandes numériques. Bon, voilà un pionnier. Après, chaque maison a eu ses pionniers, je dirais que, mais c'est pas parce qu'il est là, je dirais que chez Robert, bon, eh bien, il y a eu Laurent Catache, qui, à mon avis, n'a pas eu la place non plus qu'il méritait dans une maison, parce que c'est là l'informatique, le sens fort vraiment de cette fin de XXe siècle, début XXIe siècle, mais qui, dans un dictionnaire pour enfants, donne déjà le côté multimédia, avec des images animées, avec les sons et tout ça, à quelque chose de remarquable. Et puis nous arrivons, voilà, on est au XXIe siècle, avec Wikipédia. Avec Wikipédia et Internet. Alors je voudrais simplement, je conclue là-dessus, oui. Je voudrais simplement donner mon quotidien et dire mes frustrations et en même temps mes joies. Bon, je fais 3 chroniques radiophoniques par jour. Alors la première, c'est France Bleu, c'est le matin à 7h20, je les préenregistre. Et donc j'explique pourquoi le Kremlin-Bicêtre, pourquoi Palaiseau, pourquoi ces noms ont été choisis. Là, sans Wikipédia, j'ai pas grand-chose. Chaque ville a eu à cœur de donner l'explication de sa ville par les meilleurs, et moi derrière, sans le papier, j'ai pas grand-chose non plus. J'ai les dictionnaires étymologiques de noms de lieux, mais après, j'ai pas énormément. Les chercheurs n'ont pas fait grand-chose là-dessus. Donc, si vous voulez, je collecte tout ça pour arriver à mon article, et donc je suis aussi tributaire d'Internet complètement, et souvent, parfois, des informations d'érudits locaux. Ensuite, je fais à 8h54, je l'ai préenregistré pour aujourd'hui, RCF. Sur RCF, c'est un mot un jour. J'ai 2 minutes et demie, 3 minutes, donc je choisis un mot. Le dernier mot, ça devait être paradis fiscal. Bon. Et là, je m'aperçois que si vous cherchez, il n'y a pas grand-chose non plus. Il faut travailler pour trouver d'où vient Paradise Paper. On en parle partout. Mais chercher sur Internet, qui le premier l'a dit, comment ça a été dit, comment ça pourrait être traduit en français, c'est très compliqué. Pour te dire, même impossible en ce moment. Donc c'est le travail que je fais, et là je fouille le Petit Robert, le Grand Robert, le Petit Larousse, le Trésor de la langue française, Internet au sens large, et parfois je trouve aussi, il faut bien le dire, sur Internet des travaux de spécialistes. Je me souviens d'exosquelettes, j'ai voulu expliquer l'exosquelette un jour. Bon, là, vous avez un article de Wikipédia qui fait à peu près 20 pages, on sent que c'est scientifique, et vous avez 3 lignes dans les dictionnaires. Donc on voit bien qu'on est obligé de se servir de tout. Ensuite, je fais Move. Ça, je ne sais pas à quelle heure, ça passe tous les jours, mais ça change l'horaire. À Move, je suis Doc Dico. Bon, donc ça me rajeunit. Et c'est les mots du rap. Les mots du rap, il y a quelques dictionnaires qui existent, tout jeunes. Il y a les dictionnaires d'argot, très important parce que dans le rap, il y a beaucoup de mots aussi d'argot, daron, etc. Il y a des mots récents, bolos. Bon, il y a eu le travail de Goudaillé, excellent. Il y a d'autres dictionnaires excellents. Mais il y en a d'autres, rien n'est évident. Et donc là, les forums me servent beaucoup. Les forums, c'est ma source. Je vais voir sur les forums et je m'aperçois à ce moment-là que il y a de très bonnes idées qui sont données. Et avec tout ça, on arrive à construire quelque chose. Bon, après, dans la semaine, il y a le mot de la semaine sur une autre radio encore. Je vous rassure, les 3/4, c'est gratuit. Hein. Et puis, il y a les articles. Alors, les articles, j'évoquais tout à l'heure
ce que j'ai fait ce matin en 1100 signes, et je les donne toujours 10 jours avant, c'est pour le samedi et le dimanche. Et je regarde toujours parce que parfois je suis à sec, je ne sais pas quel mot te donner, c'est un de mes problèmes, je regarde la journée mondiale. Quelle est la journée mondiale? Et je trouve que le dimanche, donc 25 novembre, la chronique que j'ai écrite ce matin, elle paraîtra le samedi, dimanche 25, je vois que c'est le jour du Christ roi, et de l'autre côté, la journée internationale de l'égalité des chances. Donc j'ai fait ça là-dessus. Mais d'emblée, problème, Christ roi, c'est pas évident de trouver une explication là-dessus. Donc j'ai beaucoup fouillé pour trouver Christ roi qui vient à côté de Christ prêtre et qui est mis en 1925 lancé par le pape Pie XI, qui s'installe petit à petit, qui après on ajoute roi de l'univers. Les dictionnaires disent pas grand-chose, hein. Il faut vraiment fouiller pour trouver tout ça. Maintenant je pourrais faire un article de dictionnaire. Christ roi est quasiment inexistant. Quant à chance, alors c'est là où on intervient dans la partie un peu lexicographique, dans une chronique. C'est pour ça que j'ai toujours attaché de l'importance aux chroniques des autres. Il y a la chance, au début, c'est malheureux ou heureux. C'est le fait, la chance, c'est cadérer, faire tomber des dés. Donc c'est aléatoire. Alors au début, c'est heureux ou malheureux. Puis après, c'est la chance plutôt heureuse. On est au XVIIIe siècle avec les philosophes. Et puis après, aujourd'hui, il y a les chances. Les chances, c'est plus le hasard, c'est que chacun a une occasion favorable. Donner à tout le monde les mêmes occasions favorables. Mais vous voyez que la chance et les chances, c'est pas la même chose. Ça, on ne le trouve pas encore dans les dictionnaires, et c'est pour ça que là, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça aussi que cette lexicopoïèse, je conclue là-dessus, parce qu'elle me semble, dans le fond, inclure énormément de choses dans la création, eh bien, elle me plaît bien. Parce que je me sens un peu lexico-poète dans chaque chose que je fais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Je propose qu'on prenne deux, trois questions maximum et qu'après, ensuite, on passe à la présentation de M. Baldi. Question. Je voudrais vous remercier, Jean Prévost, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, quand on est face à des gens comme vous, enfin en tout cas pour moi, j'ai l'impression de devenir intelligent. Enfin, vous avez cette faculté que peu de gens ont. Je fais beaucoup de ce type de colloques là où en fait c'est vrai, on s'endort un peu. Enfin oui, on est un peu dans le flou, etc. Vous nous revivifiez parce que vous popularisez votre domaine. Enfin, moi, je le sens comme ça, vraiment, c'est un plaisir. C'est ce que je souhaite faire. Bon, non, mais je vous le dis, vraiment, c'est du talent, c'est vraiment formidable, et on manque beaucoup de personnes comme vous qui ont cette humilité de populariser un domaine qui paraît complètement complexe. Enfin, déjà, quand on voit la journée d'études dictionnaire francophone en regard croisé sur la lexicopoète, ça intéresse personne, franchement. Et quand on vous écoute, on découvre qu'on devient intelligent, et ça, c'est vraiment agréable. Hein. Donc, bravo pour ce que vous faites, c'est très, très intéressant. Oui, merci. Merci. Moi aussi, je me suis senti intelligent et c'est rare. Donc, on a choisi ce mot lexicopoïèse un peu comme une plaisanterie ou une boutade en se disant on va travailler sur un domaine qui est l'évolution des usages ou la création de nouveaux dictionnaires avec un mot qui n'existe pas dans ces dictionnaires-là. Donc, vous l'avez bien compris et je crois dit bien mieux qu'on aurait pu le dire. Merci pour ça. Moi, j'étais fasciné par votre explication sur les dictionnaristes et qui finalement sont les ouvriers qui aboutissent à un objet, à l'objet physique. Et en fait, ils intègrent des contraintes au sens large, hein, parce qu'elles peuvent être économiques, mais elles peuvent être très techniques, hein, c'est du papier. Comment vous voyez les évolutions? Parce que là, on a des objets qui se multiplient complètement. Bon, évidemment, vous avez évoqué l'informatique et Internet, mais je pense qu'on peut imaginer des objets connectés, tout un tas de choses. Et bien au-delà de ce dont on discutera, parce qu'on parlera du collaboratif, mais pas vraiment des techniques, finalement. Comment vous voyez les choses? Je suis très intéressé pour avoir une réponse. Alors d'abord, je les vois avec passion parce que les choses vont très très vite. Hein, mes étudiants, il y a encore 15 ans,
quand je voulais qu'ils puissent travailler sur des dictionnaires du XVIIe, soit il fallait que je leur prête les miens, soit il fallait qu'il y ait un fac-similé, soit il fallait qu'ils aillent en bibliothèque. Aujourd'hui, ici, là, j'ai le Richelet, le Furetière, l'Académie, gratuit. Je l'ai pris en PDF sur Gallica, ça prend un certain temps. Mais j'ai Maurice Delaporte, j'ai Littré, j'ai le Grand Larousse. Il en manque, par exemple, le DFC. L'autre jour, je voulais travailler, parce que je travaille dans le RER un peu partout dès que je peux. Le DFC, bon, j'ai dû attendre d'être chez moi, il n'est pas numérisé. Or, c'est un très bon dictionnaire de 1966. Et bon, celui-ci, bon, il faut l'avoir sur papier. Donc, inutile de dire que toutes ces nouvelles techniques, technologies, mais l'Académie n'aime pas bien le mot technologie, sont vraiment précieuses. Alors, comment je vois l'avenir? Alors, je l'avais dit dans un livre que j'avais publié, qui était Dictionnaire et nouvelles technologies, qui a 9-10 ans. Il y a des parties qui ont vieilli, mais d'autres qui sont encore réalisées. Regardez les jeux vidéo, les jeux haptiques. C'est époustouflant. On arrive à recréer un univers. Bien, que demain, je mette des lunettes et que je dise goût, définition étymologique, que ça apparaisse là, sur mes lunettes, c'est tout à fait faisable dans les jeux vidéo. Et que je dise imprimer, que ça s'imprime chez moi, par connexion. Que je dise les films sur le goût, et que descendent les films sur le goût. Alors pour le moment, je le fais sur Internet. Mais vous voyez que depuis 2 ans, je le fais déjà sur Google en parlant. On demande sa date de naissance, il vous la donne. Ça a quelque chose d'époustouflant. Donc on est là dans un univers qui va très très vite. Et du coup, mes paramètres ou nos paramètres, puisque je suis pris dans une course permanente, c'est le temps et la quantité d'informations et la validation des informations. Alors ça, c'est évidemment des paramètres différents. Je sais que quand c'est l'Académie, quand c'est le Trésor de la langue française, quand c'est le Petit Larousse, quand c'est le Petit Robert, quand c'est le CNRS, je suis sûr des informations. En tout cas, il peut y avoir des erreurs, mais elles sont, disons, validées. Bon, voilà, j'ai confiance. Après, il y en a d'autres, je n'ai pas bien confiance. Mais enfin, quand je suis dans DocDico, je m'aperçois que certains, parce qu'ils sont de tel pays, de tel autre pays, ils donnent la solution et elle est bonne. Et donc là, le temps devient un paramètre. C'est-à-dire que je ne suis pas loin de penser que dans quelques années, on dira définition en 1 minute, définition en 5 minutes. Parce que vous voyez, le problème d'Internet, c'est que parfois, exosquelette, j'ai 15 pages à lire. Bon, j'aimerais qu'on me les résume. Et c'est fait d'ailleurs parfois, hein. Il y a souvent un encart qui le résume. Donc cette idée d'avoir une sorte de progression dans le temps, dans la manière de le lire, c'est quelque chose d'important. On voit combien le TLF, par exemple, qui est une mine, mais qui s'est arrêté, il faut le savoir, donc en 94. Combien le TLF il est formidable, mais quand vous êtes chez vous avec votre... c'est l'enfer. Et hier, j'avais la conférence, avant-hier, la conférence sur le goût, et je me dis, tiens, j'ai pas regardé si ça vient de l'Indo-européen, ils doivent le dire dans le TLF. J'ai mis un quart d'heure à essayer, avec mes petits doigts, de faire la chose, je ne suis pas arrivé, j'ai laissé tomber. Bon, je dois dire que si j'avais pu dire TLF, racine, le goût ou étymologie, j'étais ravi. Et ça, à mon avis, on y va tout droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est main dans la main qu'il faut travailler avec les pionniers de l'informatique. Et alors, il y a des renversements invraisemblables. Jusqu'ici, c'était le Petit Larousse et le Petit Robert, pour lesquels j'ai la plus grande estime. D'abord parce que je les ai tous. Je les ai en collection un peu folle. Accumuler tous les petits Larousse depuis 1905 et je crois presque tous les petits Robert. Ça permet de voir les mots qui sortent, les mots qui rentrent et en même temps ça vous fait passer pour un fou pour les amis de nos enfants. Enfin bon. Et donc je m'aperçois que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'informaticiens qui sachent présenter les choses, qui sachent les structurer, qui sachent aussi défricher le travail. Alors l'Académie française et le CNRS et TLF, c'était des dictionnaires institutionnels. Qui dit dictionnaire institutionnel dit des personnes qui ne sont pas payées pour faire le dictionnaire. C'est le cas des académiciens.
Au CNRS, ils sont déjà payés, salariés, ils travaillent au TLF, mais ils pourraient travailler à autre chose. Ils ne sont pas payés à la rentabilité du dictionnaire. Chez Robert et chez Larousse, bon, on voit bien que les équipes peuvent changer, qu'il y a des temps à tenir, qu'il y a une dictionnaire qui est là très présente, et que par conséquent, là aussi, on est pris, et c'est très important, parce qu'on ne peut pas imaginer un millésime de l'Académie française, on ne peut pas imaginer un millésime du Trésor de la langue française, mais dans l'entreprise privée, on peut imaginer, avec des équipes structurées, avec évidemment les défauts de l'entreprise privée aussi, mais ses qualités, quelque chose qui soit millésime. Il n'y a que l'entreprise privée qui nous le donne. Mais aujourd'hui, depuis très peu de temps, l'Académie est gratuite sur Internet. Elle est pour le moment très compliquée à atteindre. C'est-à-dire que moi, il faut à chaque fois que j'explique, que vous prenez surtout pas le menu déroulant, vous tapez sur menu principal, vous tapez ensuite sur recherche du mot et vous tombez dessus. Sinon, vous passez 1 heure à trouver le mot. Mais là, vous l'avez tout de suite. Donc là, il faut des gens comme Laurent Catache et l'Académie, avec cette espèce de sagesse un peu ancienne qu'elle a su chercher des gens comme ça. Alors ça va mettre un certain temps. Ce que Laurent Catache pourrait faire en 8 jours, ça va bien mettre 2 ou 3 ans avant de s'installer dans l'Académie, mais ça sera fait. Et pour le moment, c'est gratuit. Et vous voyez, le TLF, on le consulte. Et ça reste quand même un monument. Le Grand Robert, je l'ai là sur mon ordinateur. J'ai un problème parce que j'arrive pas à l'installer, donc j'ai mis le CD-ROM et puis c'est bon. L'application, j'ai pas le temps, il va falloir que je le fasse. Le petit Robert, je l'ai aussi, je l'installe. Bon, il y a 7-8 ans, au bout d'un certain nombre de clics, il vous dit bon, il faut remettre le disque. Alors vous êtes évidemment à l'autre bout de l'Europe et vous n'avez pas le disque, et donc on se passera du petit Robert. Ce sont des problèmes qui sont réglés petit à petit. Bon, mais maintenant, tout est par application. Donc, chaque fois que je râle, c'est parce que la technologie ne va pas aussi vite que je voudrais. Mais quand j'y réfléchis, c'est extraordinaire ce qu'elle me propose. Extraordinaire. Le problème, c'est qu'on en veut toujours plus. Et donc, je veux dire, violon, Mozart, le concert le plus connu. Voilà. Et je veux que l'informaticien me trouve ça dans les 10 secondes. Bon. Évidemment, c'est fou. Mais il y arrive. Hein. Merci. Merci Jean. On est en retard, donc malheureusement, je ne peux pas prendre les questions. J'ai vu qu'il y en avait d'autres dans la salle.